Bonjour à tous, vous m'entendez? Ravi de vous retrouver ce matin pour cette table ronde donc dédiée à la e-réputation et à sa viralité. Je vais vous présenter les personnes qui sont avec moi ce matin juste après, puis elles se présenteront elles-mêmes un peu plus en détail. Juste vous dire que vous, professionnels de la gastronomie, vous faites un très très beau métier. Vous êtes pour la plupart connus et reconnus. Alors j'ai deux bonnes nouvelles pour ce matin, c'est que d'abord, on est dans un très bel endroit, il fait beau, c'est très agréable. Et puis si cet événement est relayé sur le web et sur les médias sociaux, écoutez, on a 2,7 milliards de personnes qui potentiellement peuvent nous suivre. Voilà, donc ça fait partie des nouvelles règles du jeu, c'est un nouveau paradigme, on voit qu'il y a un changement fort. Les nouvelles technologies maintenant font partie de notre quotidien. On est tous équipés d'un smartphone dans la poche qui nous permet de nous informer, de commenter, de prendre des photos. Je vous rappelle juste que le smartphone n'a que 10 ans, puisque le premier iPhone est sorti en 2007, donc ils vont fêter leur anniversaire l'année prochaine. Les guides gastronomiques et les médias traditionnels sont plus vraiment les seuls finalement à noter les restaurants ou vos restaurants en particulier. Donc il faut maintenant composer avec le consommateur qui a entre guillemets un peu pris le pouvoir. On est rentré maintenant dans l'ère de la recommandation, donc chacun fait son petit commentaire, donne des notes. Et puis, il faut savoir aussi que grâce aux nouvelles technologies, tout le monde, absolument tout le monde, peut commenter. Et dans vos établissements, dans vos restaurants, sachez que chacun peut prendre la parole. Ça peut très bien être vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos partenaires en général, même vos amis, vos concurrents, et puis surtout vos clients. Voilà. Donc, bien évidemment, ce nouveau paradigme offre des opportunités formidables qu'il faut saisir, notamment pour vous en termes de communication et de présence dans les médias et les médias sociaux. Mais évidemment, ça vous expose à un certain nombre de dangers. Voilà, donc e-réputation et sa viralité pour le pire et j'espère pour le meilleur. Donc, sont avec moi ce matin donc Xavier Zetoun de ZenChef, je vais donner la parole juste après. Michael Ferrari de La Fourchette, je peux dire que ça appartient à TripAdvisor. Et Rémi Ohaillon de Happy & You. Donc Xavier, je te donne la parole pour que tu te présentes. Bonjour à tous. Je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle ZenChef, qui a 6 ans maintenant. Et donc notre métier, c'est d'aider les restaurateurs, les chefs, à gérer simplement leur communication digitale, leur réservation, leur e-réputation. Et ça, de manière très simple, en centralisant toutes ces fonctionnalités, tous ces services dans une plateforme en ligne. Voilà, et donc on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 3000 établissements en Europe. Oui, pardon. J'y vais. Michael, vas-y, je te cède la parole. Bonjour à tous, je travaille pour la société La Fourchette en tant que manager commercial. Donc je représente les commerciaux terrain qui vont présenter nos offres aux restaurateurs. L'idée aujourd'hui de La Fourchette est, au-delà du site de référencement, le guide communautaire que vous connaissez tous, c'est aussi une solution d'optimisation de remplissage, de gestion de personnel et également de communication auprès des clients qui ont déjà fait l'effort de pousser la porte du restaurant. Rémi. Bonjour à tous. Au départ, je suis cuisinier. J'ai eu la chance d'apprendre la cuisine avec Jean-Paul Jeunet, puis après avec Monsieur Loiseau. Il y a une vingtaine d'années, j'ai considéré que l'Internet était un média et pas de l'informatique. Et j'ai eu le plaisir de fonder une agence qui s'appelle Happy & You. C'est un groupe de communication et médias qui révèle, sublime et déploie les marques de nos clients. Concrètement, on travaille autant sur la signature et le territoire de marque que les développements des outils digitaux. Bon, et puis je vais dire un mot sur moi. Donc Alexis Donneau, je suis le directeur général de l'Argus de la Presse, qui est une entreprise qui évolue dans le secteur de l'intelligence économique et notamment dans le secteur du média intelligence. Et notre métier, de manière extrêmement basique, consiste à surveiller l'ensemble des médias, c'est-à-dire qu'on surveille tous les médias français,
que ce soit le web social, la radio, la télévision, la presse. Et on fait également ça au niveau international. Donc nos clients sont les marques, et notamment beaucoup de restaurants et d'hôtels. Et ils passent par nous pour savoir tout ce qui se raconte sur eux. Donc on est au cœur de la réputation, et notamment de la e-réputation. Voilà. Juste vous préciser le mode de fonctionnement de la séance, c'est-à-dire qu'on vous invite à nous interrompre et à nous poser des questions quand vous le souhaitez, surtout qu'on n'est pas extrêmement nombreux, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous propose qu'on démarre, et je vais commencer par une question extrêmement simple, et je laisserai mes amis répondre, enfin ceux qui veulent peuvent répondre. Finalement, la e-réputation, c'est quoi? Et quand on parle de viralité, de quoi s'agit-il? Messieurs, si l'un de vous veut répondre. Bon, alors je prends Allez, la main. Donc à question simple, réponse simple, je dirais que l'e-réputation, en fait, c'est tout simplement la réputation, et que dans quelques années, le i va disparaître, puisqu'en fait, c'est un peu l'omni-réputation, et simplement le i, c'est le canal qui est en train de se développer et qui est aujourd'hui en train de devenir le plus important, et qui permet d'avoir la meilleure diffusion. Et donc, voilà, sans rentrer en détail, je vais peut-être laisser un peu mes amis parler de plus dans les détails ce que c'est l'e-réputation, mais pour moi, aujourd'hui, il faut quasiment plus faire de distinction entre la réputation et l'e-réputation. C'est juste le média qui est différent. Moi, la sensation, c'est qu'il y a obligatoirement un vrai bouleversement. Il y a une quinzaine d'années, en réalité, il y avait des experts gourmands. Le guide Michelin, le guide Goemio suffisait à éclairer le plus grand nombre de consommateurs pour prendre sa décision. En 2 mots, il donnait une distinction à une maison. Cette distinction était reprise par la presse. La presse diffusait la marque, et en l'occurrence, les consommateurs allaient très aisément découvrir ces nouvelles maisons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un phénomène qui a changé, c'est que l'avis de chacun compte pour la communauté, donc pour l'intérêt de tous. C'est-à-dire qu'un consommateur qui avant n'allait que vers des experts gourmands, aujourd'hui va aller vers le plus grand nombre, et donc se renseigner sur des plateformes en ligne pour s'assurer que la table qu'il a choisie va correspondre à l'expérience souhaitée. Donc fondamentalement, la grande diversité qui existe entre cette réputation, e-réputation et sûrement réputation demain, c'est qu'on est passé à des avis d'experts à des avis du plus grand nombre. Et on voit bien que l'avis du plus grand nombre est en train de l'emporter. Il n'y a plus 2 guides gastronomiques aujourd'hui, il y en a 3. TripAdvisor, le guide Michelin et le guide Goemio. Alors évidemment, il y a des guides locaux aussi qui ont toujours leur intérêt, mais on voit bien que le public a pris une part de voix qui est relativement importante au fin du consommateur final. Et, pardon, je voudrais juste rajouter un point. Aujourd'hui, on parle de e-réputation. Je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important à souligner. C'est que par rapport à la réputation d'hier, la e-réputation permet à tout à chacun d'élargir très largement sa zone de chalandise. On parle assez souvent de guide, on parle assez souvent de presse. On parle très souvent de presse locale, régionale ou nationale. Aujourd'hui, justement, la e-réputation, c'est un moyen aussi pour chaque commerçant, qu'il soit restaurateur, boulanger ou peu importe, d'élargir le maximum sa zone de chalandise, parce que ça lui permet de s'adresser à des touristes qui sont peut-être dans le pays le plus loin, où il y a 14 heures de vol pour y aller. Et c'est surtout que la e-réputation aussi aujourd'hui est un moyen hyper efficace pour les restaurateurs de supprimer la barrière de la langue, qui était auparavant un frein justement pour sortir sa réputation de son pays, et de s'adresser aujourd'hui vraiment à l'ensemble du monde. Alors, juste rappeler un chiffre, on a évoqué tout à l'heure 2,7 milliards d'internautes. On sait que c'est un chiffre qui va évidemment grossir, puisque vous avez des pays, ou même plus largement des continents, qui s'équipent avec Internet. Donc on a en face de nous une caisse de résonance phénoménale, qui évidemment, je le disais, propose des opportunités, bien évidemment, mais des risques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la e-réputation, ou la réputation en général, est véritablement l'enjeu commercial, à la limite, du XXIe siècle? Je pense que la réponse est assez facile à donner. Je pense que la réponse est oui.
Je pense qu'aujourd'hui, la réputation, c'est au-delà de la critique d'un établissement, qu'elle soit positive ou négative, c'est justement une liberté de parole, comme le disait Rémi tout à l'heure, et on en a parlé juste avant aussi avec Alexis et Xavier. Le fait de pouvoir donner son opinion nous permet déjà de nous y retrouver beaucoup plus qu'auparavant, quand moi-même, amateur de très bonnes tables, je me référais au guide Michelin, au guide Goemio, et parfois j'avais du mal à m'y retrouver. Aujourd'hui, c'est extrêmement important pour un restaurant de prendre en compte en tout cas sa réputation, parce que c'est la parole de tout le monde. C'est là où finalement on va être le plus ouvert et le plus critique. On va donner son opinion telle qu'elle est sans mettre forcément de forme, parce qu'on s'adresse surtout à des amateurs et pas forcément des experts. Et c'est pour ça que la réputation est vraiment importante aujourd'hui, mais elle est tout de même à prendre avec une certaine modération, aussi en fonction de l'historique du client. Et on rentre un petit peu dans la nouvelle version de la réputation, c'est que finalement, l'internaute qui va déposer un avis ou un commentaire à propos d'un établissement peut aussi lui avoir un historique qui va donner plus ou moins de la véracité à ses propos. Moi, la sensation que j'ai, c'est que l'intérêt principal pour un restaurateur, c'est de faire vivre la meilleure expérience à son client et de pérenniser son entreprise. Ça, c'est la base. On voit bien qu'il y a un phénomène qui est énorme et qui touche aujourd'hui une grande majorité du secteur, c'est que avant, il suffisait d'avoir une stratégie du bien faire et on était reconnu par les autres. Aujourd'hui, il faut qu'un restaurateur et un hôtelier, il ait une connaissance sur la stratégie de distribution, comment travailler avec les plateformes du global, des sites internet qui mettent en avant leurs restaurants et distribuer des tables. Il faut qu'il ait une stratégie de réputation, c'est-à-dire suivre les avis et y répondre parce que ses propres consommateurs prennent la parole. Mais en l'occurrence, avant qu'ils prennent la parole auprès des réseaux sociaux, il est intéressant surtout d'arriver à prendre le pouls au sein de l'établissement. Moi, je vois par exemple, on travaille pour une maison qui est Georges Blanc, et dernièrement, je discutais avec lui, je lui dis tiens, monsieur Blanc, c'est marrant, vous faites le tour de table avant le repas, et pas après. Il me dit écoute, on a confiance en notre identité culinaire, j'ai confiance en mes collaborateurs, et moi je m'aperçois que quand mes clients ils viennent manger aux 3 étoiles, il y a un peu la tête du chef dans l'addition. Donc je préfère aller prendre le pouls, de dire que je suis présent et d'entrer avec eux en communion dès le début du repas, que d'aller à la fin, puisque je sais que de toute façon que mon consommateur, il prendra l'avis auprès de moi, auprès de sites tiers, etc. Donc ça veut dire que la relation avant tout existante, il faut la remettre au cœur du processus et de l'expérience. On va au restaurant pour des notions de partage, de rencontres et de voir effectivement les équipes qui vont être à la disposition du client pour les découvrir. Et c'est là où c'est important que la première relation se passe. Il ne faut pas que ce soit qu'une relation digitale dans l'idée de la réputation. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième élément, je parlais tout à l'heure de stratégie de distribution, il y a la stratégie de réputation, et puis enfin il y a la stratégie de notoriété. C'est-à-dire que si les consommateurs prennent la parole, et tant mieux, mais le chef, le restaurateur ou l'hôtelier peut aussi lui-même prendre la parole. Et là, en l'occurrence, il peut construire à travers un magazine, un blog, un compte Instagram, Facebook, Twitter, etc., des éléments qui donnent envie de venir. La réputation, ce n'est pas seulement la vie de consommateur. La réputation, c'est toute la trace et l'empreinte digitale qu'une marque peut laisser sur la multitude d'offres, le web, les réseaux sociaux ou les plateformes d'avis correspondantes. Alors, bon, c'est vrai qu'on y reviendra tout à l'heure, notamment sur les conseils qu'on peut donner, sur les actions proactives qu'un restaurant peut mener justement pour construire et consolider cette présence et cette réputation. Je voudrais vous poser une double question. Selon vous, est-ce qu'on est rentré finalement dans l'ère du zéro défaut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre défaut se voit instantanément et répercuté dans cette caisse de résonance qui peut avoir un effet délétère sur la marque et donc sur le restaurant? Ça, c'est le premier point. Et selon vous, quelle est la proportion de clients qui consultent les réseaux sociaux ou le web en général avant de se déplacer?
Alors, je crois qu'il y a une étude récente, il me semble, de Food Service Vision, qui est un cabinet d'études spécialisé dans la restauration. Et il me semble qu'il y a 8 clients sur 10 qui vont consulter des informations sur Internet, que ce soit des avis, mais aussi la carte ou bien simplement le lieu, l'itinéraire, etc. Donc je pense que c'est devenu, voilà, dans 80% des cas, un parcours du consommateur de passer par un média digital avant de se rendre dans un restaurant. Et on parle que de avant, mais il y a aussi le pendant et l'après. Et juste peut-être pour répondre sur la deuxième partie de la question, je pense qu'il y avait un chef tout à l'heure qui en parlait. Aujourd'hui, évidemment, avec Internet, il est beaucoup plus difficile, je pense, de se cacher. Il y a un niveau d'exigence beaucoup plus élevé de la part des consommateurs. Et donc, c'est à prendre en compte, ce qui, je pense, est positif pour l'ensemble de la profession, puisque ça fait monter en gamme le métier et grâce aux consommateurs. Donc, malgré parfois les avis qu'il peut y avoir sur Internet douteux ou qui ne sont pas forcément, qui reflètent pas forcément la vraie réputation d'un restaurant, la vraie qualité. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est en train de se développer énormément. Ouais. Alors, je poserai après une question à Mickaël sur la fiabilité de ces avis. Est-ce qu'on est en train de dire finalement que ça pourrait être considéré comme un système vertueux, de dire que le fait que le consommateur s'exprime, toujours avec le bémol que certains avis peuvent être de faux avis et que certains avis peuvent être un peu extrêmes, est-ce qu'on est en train de dire que finalement le fait que le consommateur prenne la parole, ça fait le ménage dans les restaurants? Quand je dis ça, je parle de tout type de restaurants, quel que soit leur positionnement. Est-ce qu'on peut dire que les plus mauvais sont éliminés et que les meilleurs sont finalement mis en avant? Oui, alors je dirais que c'est pas forcément une volonté de vouloir faire le ménage, en tout cas de la part des internautes qui vont justement émettre un avis à propos d'un établissement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui sont orientées aussi sur l'accompagnement. Et effectivement, on arrive justement au point un peu généraliste de qu'est-ce que la restauration de demain. La restauration de demain doit prendre en compte les avis et pas mal de sociétés peuvent les accompagner aussi pour les aider à s'améliorer et pas forcément les voir disparaître juste parce qu'ils vont avoir une critique plutôt acerbe. Et si, pardon Rémi, si on crève un peu l'abcès et on parle un peu de chiffres, sans forcément mettre l'accent ou le focus sur TripAdvisor, est-ce qu'on est capable de définir une proportion d'avis fiables et d'avis moins fiables? Bon, sachant qu'en règle générale, la moyenne peut être assez représentative de la réalité. Mais est-ce qu'on a des statistiques un peu sur ces avis fiables et moins fiables? Les chiffres précis, on ne les aura pas, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que TripAdvisor, c'est 350 avis par minute. Donc c'est aussi la difficulté de l'ouverture du web, de pouvoir prendre le contrôle intégralement sur ces avis. La Fourchette a été rachetée il y a 2 ans par TripAdvisor. Le rachat est loin d'être anodin. Nous, on a la technologie justement de la réservation. Il faut savoir qu'un avis sur la Fourchette est émis uniquement par un client qui a réservé par la Fourchette et honoré sa réservation. Et quand je parle du fait que la réservation soit honorée, c'est le restaurateur qui nous précise que le client est bienvenu, ce qui va lui permettre justement aussi de reprendre la véracité de sa e-réputation. Aujourd'hui, le lien avec TripAdvisor et la Fourchette est en train de se mettre en place, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quand même une grosse machine. Il faut savoir que les 5 derniers avis, la Fourchette remonte sur TripAdvisor pour justement aussi permettre aux restaurateurs de reprendre le contrôle sur la e-réputation. Et j'en profite pour faire une annonce avant l'heure. TripAdvisor va lancer son propre outil de gestion de e-réputation en collaboration avec les experts La Fourchette, qui vont permettre aux restaurateurs d'avoir un contact direct avec une personne chez TripAdvisor. Cette information pour vous dire justement qu'aujourd'hui TripAdvisor est bien conscient de ses lacunes et travaille étroitement avec La Fourchette pour aller sur ce point. Et l'idée à terme, ce sera évidemment d'avoir que des avis qui seront émis par des clients qui ont réservé en ligne et qui auront honoré la réservation sur TripAdvisor.
Rémi? Si on s'en fie aux dernières études qui sont faites par la DGCCRF, aujourd'hui, 35% des avis sur TripAdvisor sont faux. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, maintenant qu'il y a une solution où le client va réserver, il aura donc été au restaurant, il va émettre un avis, et donc là, on va gagner en efficacité. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, 35% des avis sont faux. Je crois que dans ce monde-là qui est en train de fortement évoluer, c'est que par exemple, vous vous dites, tiens, mais quel est le meilleur restaurant à Monaco? Alors si vous lisez la presse, les guides gastronomiques, le guide Goemio, le guide Michelin, rapidement, on va vous répondre Alain Ducasse, compte tenu des différentes distinctions qu'il a eues. Puis quand on se connecte sur TripAdvisor, on vous dit, mais le restaurant numéro 1 sur TripAdvisor, c'est le Blu-ray. C'est pas Alain Ducasse. Bon, je vais avoir des problèmes. Mais en l'occurrence, quand on regarde bien, on voit qu'il y a une inversion du système qui est en train de se passer. Et quand j'interviens dans les écoles hôtelières et que je prends le pouls, je leur dis, mais vous, comment vous fonctionnez, etc. Ils me parlent de quoi? Ils me parlent de Blablacar, ils me parlent de Airbnb, ils me parlent de TripAdvisor. Et en réalité, ils me parlent pas tout le temps des guides gastronomiques qu'une certaine génération connaît. Et en réalité, s'il me parle de Blablacar, je pars du principe qu'on va vendre moins de pneus. Donc on peut se poser des questions sur l'avenir ou la façon dont ça va fonctionner. Sur la partie d'Airbnb, on voit bien que là, il y a des consommateurs qui donnent des avis et qui permettent de positionner un logement. Et en l'occurrence, il n'y a aucune légitimité. Il n'y a pas de guide d'hôtel, il n'y a pas d'arrêté préfectoral qui donne une certaine note, ou en tout cas de conditions de succès au lieu en question. Et on voit bien que c'est encore l'avis de consommateur qui prend dessus. Ça veut donc dire qu'il y a deux éléments qui sont en train de se passer. On est à une quarantaine d'années, la génération qui vivons le basculement d'un élément où effectivement le consommateur prend le pouvoir. Et là, il va être intéressant d'analyser dans les 5 prochaines années les purs players historiques, c'est-à-dire Michelin, Goemio, quel avenir ils vont donner à leur propre marque caution, puisqu'en réalité, lui, le consommateur, a décidé de prendre la parole. Est-ce qu'à ce stade de la discussion, vous auriez des questions? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Madame. Bonjour, Lorena Marcassoli, je suis responsable marketing de Monaco Restaurant Group. On travaille du coup tous les jours avec ce genre d'application et on a à faire face justement à la e-réputation. Est-ce que vous comptez mettre en place une distinction encore plus grande que juste pas cher, intermédiaire et gourmet pour justement distinguer ces restaurants? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à, par exemple, le Blu-ray qui est comparé à Ducasse parce qu'il est considéré comme un gourmet, par exemple, par TripAdvisor. Alors aujourd'hui, il y a effectivement ces catégories qui sont assez larges. Je pense que dans le réflexe, en tout cas, puisqu'on a fait des études sur le processus de consultation d'un internaute avant de choisir son établissement, Xavier le disait, 8 sur 10 vont regarder justement les avis, mais il y en a 7 sur 10 qui disent carrément que les avis sont décisifs dans la décision. L'idée, c'est de ne pas mettre trop d'informations non plus à l'internaute. Et je pense que finalement, il va rapidement survoler tout ce qui est contextuel sur l'établissement. Il va regarder en premier les visuels, puisque c'est le critère premier aussi de sélection, avant même les avis. Et une fois qu'il aura apprécié le lieu, va prendre la décision d'y aller. Je pense qu'il faut qu'on affine plus en termes de prix qu'en termes de catégorie d'établissement pour donner une idée, parce que c'est aussi un autre phénomène de la restauration d'aujourd'hui. C'est qu'on a plein de mouvements différents de cuisine qui se lancent. Mais quelles sont la véracité de ces mouvements et à quel point la fourchette TripAdvisor peut donner du crédit à ces mouvements à titre à part entière en tant que type de restaurant. Je peux continuer? Mais pareil, pour le système d'enregistrement des prix, par exemple, on a un restaurant qui est à Hong Kong et qui a été un étoilé Michelin parce que les critères sont différents par rapport à la France aussi. Et en termes de prix, il est considéré comme moyen de gamme, haut de gamme. Et du coup, il se retrouve à la
peut-être troisième page, vu qu'il y a une multitude de restaurants, alors que peut-être s'il y avait des critères qui étaient plus spécifiques, ils seraient du coup reconnus comme peut le faire aujourd'hui Michelin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à vouloir simplifier, ça peut aussi être négatif pour le restaurateur qui essaye vraiment d'apporter de la qualité et de la différenciation, même si on ne remet pas en cause les bistrots gourmets aujourd'hui et compagnie, mais qui sont vraiment dans une catégorie complètement différente que la majorité des établissements qui sont très très bien notés, mais qui offrent quelque chose de complètement, encore une fois, différent. Alors, ouais, je ne connais pas le marché asiatique, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. TripAdvisor, peu importe finalement le critère qui vont être précisés par le restaurant, c'est avant tout justement la réputation, la e-réputation qui va donner la position de l'établissement sur TripAdvisor. En tout cas, sur la partie La Fourchette, c'est un nouveau projet. Je vais faire une deuxième nouvelle. On va justement distinguer La Fourchette par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. On appelle ça de la gamification. Il va être segmenté en fonction de la catégorie des établissements. Et on parle effectivement d'une partie un peu gourmet, d'où le rachat aussi de la société SNIT qui s'adresse qu'à des tables haut de gamme et qui permet justement aux restaurateurs de revendre les tables en dernière minute sur des restaurants qui sont très prisés. L'idée à terme, je pense qu'en tout cas La Fourchette, c'est cette volonté, on l'a identifié. TripAdvisor, encore une fois, mettra peut-être un peu plus de temps, mais vu qu'on se rapproche de plus en plus, pourquoi pas ne pas avoir cette même segmentation sur TripAdvisor. En tout cas, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse claire à donner. Il y a une dynamique claire aujourd'hui. Tous les acteurs du global essayent de lisser notre relation à la consommation, hein, que ce soit Amazon, que ce soit TripAdvisor, que ce soit Booking, etc. Quand on regarde les attentes du consommateur, on s'aperçoit qu'il veut être considéré. Alors, considéré dans le numérique, c'est être bien accueilli sur le web. Hein. Si je le prends dans le monde d'une physique, vous poussez la porte d'une boutique, la personne à l'accueil vous fait un large sourire, il vous donne de la considération. Bon, quelle est la stratégie que l'on développe pour considérer son client quand il se connecte au propre site officiel de l'établissement? La deuxième chose, c'est que le consommateur, il veut comparer. C'est la raison pour laquelle il va sur ce type de site pour justement se faire une opinion par rapport à l'expérience qu'il a envie de vivre. Et puis, il y a un élément que l'on oublie, c'est que souvent, le consommateur, quand il vit l'expérience, il veut la partager. Et à ce moment-là, il ne va pas aller la partager sur TripAdvisor ou Yelp quand on est à Londres. Il va surtout aller la partager dans Instagram, Twitter, Facebook. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il y a une part de la réputation qui aujourd'hui se véhicule à travers les fans et la communauté du propre client qui est en train de vivre une expérience. Et en réalité, piloter demain sa stratégie digitale, c'est autant mettre d'attention pendant l'expérience et ce qu'il est en train de se passer dans les réseaux sociaux, et puis ensuite, après l'expérience, effectivement, et le suivi de la prise de parole qui peut être faite. Et je crois qu'un des avenirs, on en parlait tout à l'heure, ou en tout cas pour réguler et encourager ses clients à être dans ces dynamiques-là, c'est de se dire, mais pendant que le client est au restaurant le midi ou le soir, comment je fais là pour le suivre? Alors certains hôtels le font très bien. Par exemple, lorsque vous allez dans un Four Seasons, sur Twitter, vous vous géolocalisez, il y a un modèle qui fait que le concierge vous répond et vous souhaite la bienvenue. Donc on voit bien qu'il y a des modèles et des process qui ont été mis en place qui permettent de dire, ah bah tiens, je viens de me localiser pour mes amis, et comme avec des systèmes d'hashtag, etc., ils répondent tout de suite. Donc il y a déjà une sensation de temps réel qui fait que là, le consommateur continue à prendre la parole sur les réseaux sociaux et moins, en tout cas, sur les sites d'avis de consommateurs. Alors, petite question pour Xavier et puis pour les autres aussi. Hein. Qu'est-ce qui, pour un restaurant, finalement, peut être un peu fatal en termes de e-réputation? Je pense notamment aux vidéos. Je ne sais pas si vous avez des exemples de bad buzz et pourquoi pas de good buzz aussi. Alors, j'ai pas d'exemple de vidéo, enfin lié à la vidéo.
En revanche, on a pu voir récemment à Nice, pas très loin, lors des attaques de Nice, un restaurant qui s'est fait complètement lyncher sur les réseaux sociaux. Alors à tort ou à raison, on ne sait pas très bien, parce qu'il était soupçonné d'avoir refusé de faire entrer dans son restaurant des gens qui voulaient se réfugier. Donc c'est ce qui peut arriver. Après, il y a aussi Mais ce qui n'était pas le cas, hein, comme pour ce restaurant, ce qui n'était pas le cas. Hein, la restauratrice a respecté la procédure et la consigne qu'elle a reçue des services de sécurité d'enfermer ses clients dans le restaurant, et évidemment en sécurisant ses propres clients, d'autres n'ont pas pu rentrer. Hein, le débat, il est vraiment là parce qu'elle a effectivement déjà assez pris, hein, malheureusement, cette dame-là. Je suis d'accord et je partage ton avis, mais je pense que pour elle, le mal est fait. Je ne suis pas sûr qu'elle s'en soit remise depuis. En tout cas, c'est très dur de remonter la pente, je pense, en termes de réputation quand il y a eu un tel impact. Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir des réponses. On a vu récemment sur TripAdvisor ou d'autres sites des chefs qui prenaient assez personnellement des avis négatifs et qui avaient des réponses un peu virulentes, et ça a tendance à se retourner contre eux, puisque lorsque les consommateurs voient qu'il y a une réponse assez virulente à un avis qui n'est pas insultant mais juste qui est très négatif, généralement derrière il y a une suite d'autres avis encore plus négatifs, et donc c'est un cercle un peu vicieux. Voilà, c'est deux exemples comme ça que j'ai repérés récemment. D'accord. Michael, peut-être un avis ou un exemple? Je vais rejoindre un peu ce que disait Xavier à l'instant. On a eu pas mal de restaurateurs qu'on essaye finalement de former à l'interprétation du digital. On n'est pas sans savoir que forcément, quand on est critiqué, même nous, je pense, ça nous touche au plus profond de l'âme. Et c'est dur d'y réagir. Et on a effectivement vu beaucoup de restaurateurs prendre à partie directement les clients sur Internet. J'ai des exemples en tête, mais j'ai plus les noms des restaurants en tête. Et finalement, effectivement, ça s'est retourné vraiment contre eux, parce que les avis étaient, enfin les réponses en tout cas aux avis étaient extrêmement virulents et s'en prenaient en plus directement à la personne. Et on a eu le cas d'un restaurant qui avait une excellente note sur TripAdvisor, qui a fait appel à un extra. Donc l'erreur est humaine, on peut être un peu moins bon un jour sur un service. Ça arrive aux meilleurs d'entre les restaurateurs. Et finalement, il a répondu assez fortement et agressivement à la personne. Et de 4,5 bubble sur Trip, il est tombé à 2,5 en même pas une semaine. Donc effectivement, on en arrive au point où c'est très compliqué de se construire une réputation sur le web. Et aujourd'hui, on a des outils justement pour pouvoir répondre avec modération qui permettront justement à de futurs restaurateurs d'éviter de tomber dans ce piège, puisque finalement, il faut se dire que autant les avis que les réponses aux commentaires s'adressent à l'ensemble de la population qui vont fréquenter l'Internet. On revient aux chiffres d'Alexis tout à l'heure, qui est quand même assez parlant. Alors justement, on sort tout juste d'une phase politique un peu intense où on voit que les choses se défont assez vite, qu'il y a des commentaires, des réactions qui sont appropriées ou moins, et quelque part parfois des tendances qui peuvent réellement s'inverser. Alors c'est vrai que les restaurateurs, et peut-être notamment les chefs qui peuvent être très très concernés par les avis, sont amenés aujourd'hui à s'exposer un peu plus, à prendre la parole, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou quand c'était le cas avant, c'était peut-être dans un contexte un peu plus policé, d'interviews de journalistes par exemple. Donc aujourd'hui, Rémi, est-ce qu'il y a des vraies stratégies, une sorte d'accompagnement qui est à mettre en place pour ces professionnels de la restauration, afin justement que il se protège un petit peu de ses avis, parce qu'on a envie de réagir, c'est vrai, parfois il peut y avoir de la provocation, des choses exagérées. Est-ce qu'il y a des règles à respecter finalement? Alors des solutions, oui, il en existe. D'abord, d'avoir de bons avis. Faut savoir déjà cuisiner. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui me paraît complètement évidente. Si le consommateur il prend la parole et qu'il vit une mauvaise expérience, on ne peut pas aller refaire une réputation si la maison n'est pas d'un certain niveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
quand un chef se lève à 5h, 6h, va faire son marché, gère sa cuisine, lance son service, l'après-midi fait de l'administratif, repart au service, et il est minuit ou 1h du matin, et les avis tombent, et puis là, il y en a un qui dit ouais, « j'ai trouvé que la cuisson de la côte de bœuf était pas super, je te mets un ». Je peux vous dire que c'est un métier qui est quand même difficile. Hein, parce que le coup près tombe alors qu'il y a eu une énergie folle qui a été donnée au cœur de l'établissement. Et c'est pour ça que ma première recommandation, qui est très étonnante, et on le voit quand on fait du coaching, nous, de chef par rapport à cette partie-là, c'est simplement de dire qu'il faut prendre du recul et de temps en temps d'avoir des personnes tierces qui appartiennent à l'établissement ou qui sont à l'extérieur de l'établissement et qui s'occupent de la rédaction des réponses et parfois une bonne stratégie. C'est-à-dire qu'on a certains chefs à qui on le voit, nous, on fait l'interview du chef en disant mais qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors évidemment, il peut toujours y avoir malheureusement une expérience qui n'a pas été totalement réussie, mais la rédaction, quand elle est confiée à une tierce personne et en temps décalé, surtout en temps décalé, c'est pas parce qu'à 10h du soir, un client a pris la parole sur TripAdvisor qu'il faut absolument répondre à 22h30. Le lendemain matin suffira amplement à froid. Donc ça, c'est ma première recommandation. La deuxième recommandation, c'est de partir du principe que si on écrivait par voie de papier au restaurant ou à l'hôtel, et il y en a encore des clients qui le font, ben on prend toujours la précaution d'y répondre. Ben le numérique, c'est un peu la facilité pour le consommateur et y répondre, je crois que c'est un certain intérêt. Et pas seulement, étonnamment, pour le consommateur qui a pris la parole, mais pour le prochain lecteur. C'est-à-dire que le prochain lecteur qui va se connecter sur le compte TripAdvisor, il va à la fois voir l'avis et puis il va voir que le restaurateur a répondu. Et c'est ça la considération dont je parlais tout à l'heure. Donc ce deuxième phénomène est important. Et puis ensuite, je crois que les chefs, ils doivent reprendre le pouvoir et reprendre le pouvoir sur cette dynamique de notoriété dont je parlais aujourd'hui. On a des médias qui nous sont mis à disposition. Je parle bien de médias, Facebook, Twitter, Instagram, par exemple. Et ces médias-là, il faut les utiliser. La réputation de demain viendra de la stratégie de notoriété et pas seulement de la prise de parole des consommateurs qui sera un complément à l'identité d'une marque et à la stratégie d'une marque. Oui, donc du coup, il faut que les marques soient bien présentes dans les médias et le web en général et quelque part fassent un peu leur communication, leur publicité avec une vraie stratégie. Tu veux dire un mot, Xavier ? Oui, je voulais juste ajouter une chose. Effectivement, je pense que l'enjeu du digital dans le secteur de la restauration, il est aujourd'hui du côté des professionnels et du fait, comme tu le dis Rémi, de reprendre la parole. Et donc reprendre la parole, en fait, c'est une super opportunité parce que un restaurant, une cuisine, je pense qu'il y a énormément d'histoires à raconter. Et les médias comme Instagram ou comme maintenant Facebook Live peuvent permettre de raconter ces histoires en live. Il n'y a pas besoin d'outils technologiques très avancés. Il suffit d'avoir un smartphone et de commencer à faire un live d'un plat qui est en train d'être cuisiné. Et c'est suffisant pour avoir une audience de plusieurs milliers de personnes. Donc c'est vraiment à la portée, je pense, aujourd'hui de n'importe quel restaurateur. Il n'y a pas besoin d'avoir des équipes très importantes ou d'être un groupe avec une équipe marketing derrière. Chaque professionnel peut se les approprier, c'est très simple et c'est ça l'enjeu, je pense, peut-être des 10 prochaines années. On a atteint un stade de quasi-saturation sur ce que les consommateurs peuvent dire et je pense qu'il est temps que les chefs, que les professionnels reprennent la main, reprennent la parole et c'est comme ça qu'ils vont construire leur notoriété et peut-être faire contrebalance avec ce que peuvent dire les consommateurs, ce qui est très bien, mais il faut juste que la parole soit équilibrée. Je vais vous redonner la parole pour des questions là dans 30 secondes. Donc, pour rebondir sur ce que dit Xavier, effectivement, aujourd'hui, on va dire la planète entière, le consommateur est très, très attaché au storytelling. Il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Comme le dit Xavier, ça ne nécessite pas de moyens. Vous pouvez évidemment vous entourer de professionnels de la communication, du marketing qui vont vous accompagner et ils font ça extrêmement bien. Pour un petit restaurant, vous pouvez très bien aussi prendre votre smartphone, faire des vidéos, ouvrir une chaîne YouTube, avoir une page Facebook où vous produisez en permanence du contenu et vous animez des communautés à qui vous racontez en permanence des belles histoires. Voilà, ça fait partie un peu aujourd'hui des passages obligés.
parce que beaucoup de choses passent aujourd'hui par le visuel et notamment par la vidéo. Est-ce qu'à ce stade, vous auriez des questions? Je crois qu'il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas. Il y a peut-être plein de questions. Oui, je vois une main, madame, là, sur la gauche. Bonjour, Laurence Faye. On parlait tout à l'heure en e-réputation, c'est-à-dire qu'on a le chef ou le restaurateur qui est face à une réponse à formuler sur les réseaux sociaux. Quand on voit TripAdvisor, souvent on a des avis de consommateurs qui sont en anonyme. Donc là, je trouve que c'est un peu difficile pour un restaurateur de répondre à quelqu'un qui ne s'identifie pas. Est-ce qu'on n'aurait pas un moyen d'obliger ces sites communautaires à identifier réellement le consommateur, plutôt que d'être sous un format anonyme et sans savoir si le client est venu ou n'est pas venu et va formuler un avis défavorable? Aujourd'hui, justement, c'est vraiment aussi le point d'appui de TripAdvisor. Si vous regardez TripAdvisor aujourd'hui, vous avez de moins en moins d'avis anonymes. On se crée tous un profil et en plus, on va avoir un niveau en fonction un niveau d'auteur en fonction du nombre de commentaires déposés, ce qui permet aussi de donner la véracité. Et c'est un point que j'appuyais tout à l'heure. Il y a ce côté-là où on a envie de prendre en compte tous les avis qui peuvent être déposés sur les différentes plateformes qui existent aujourd'hui. Il y a le point de Rémi et de Xavier qui est important, c'est qu'il ne faut pas répondre qu'aux mauvais avis, il faut aussi répondre aux bons avis. Répondre qu'aux mauvais avis, finalement, c'est donner de l'importance qu'aux négatifs. C'est un point extrêmement important. Et aujourd'hui, il faut se dire finalement que l'ère de la e-réputation a déjà bien avancé et on a de moins en moins tendance à se référer à n'importe quel avis qu'on va trouver sur le web. J'ai eu cette discussion avec Alexis justement, où malgré le pourcentage d'avis qui sont difficiles à vérifier et la véracité est peut-être mise à défaut, on a tout de même une note et une moyenne qui ressemblent à l'établissement, parce qu'aujourd'hui, c'est un tel effet de masse qu'on est conscient qu'il y a aussi des sociétés qui proposent des services pour générer des faux avis. Et ben, j'ai envie de dire au restaurateur, s'il a envie de le faire, il va payer un service qui, finalement, aura très peu d'impact sur sa réputation, parce que c'est un effet de masse. Il ne suffit pas de quelques avis aujourd'hui pour détruire la réputation d'un établissement, ça va être un effet de masse. Et par rapport à ce statut d'anonyme, on a fait des études de la gestion et de la consultation et réputation. On s'est rendu compte que finalement, un avis anonyme allait être lu par 3 personnes sur 10. Quand un avis avec un certain niveau d'auteur, puisqu'on a le statut d'auteur sur TripAdvisor, va avoir beaucoup plus de véracité et va être décisif pour 9 personnes sur 10 sur la prise de considération de cet établissement-là. Donc finalement, les avis anonymes vont peut-être continuer, mais petit à petit auront vraiment plus aucune importance sur le choix finalement de réserver ou pas dans l'établissement concerné. Merci. Peut-être une dernière question, sinon on passera à la conclusion, monsieur, là à droite. Good morning. My name is Nicholas. I am from Greece. I am a food and beverage manager in a small hotel in Crete. What I want to ask you is that if a customer comes to your hotel and sees minor problems, okay, makes photos and or sees other, mistakes, okay, and makes all the photos, he puts them on the internet, and immediately the owner or the hotel manager, fixes these problems. The photos stay, on the TripAdvisor, on the booking. So how we can protect, the business, because of these photos? Because maybe you will lose customers, the customers, the potential customers will see these photos and maybe they will not come, to you, Okay, thank you. Do you mind if you answer in French? No, I have. Okay, no problem. Oui, le web a de la mémoire.
Je pense que c'est un peu comme un politicien qui supprime un de ses tweets quelques secondes après l'avoir publié. Entre-temps, il y a beaucoup de personnes qui ont fait une capture d'écran. Je pense que la bonne stratégie, c'est pas forcément de vouloir faire supprimer, même quand c'est pas justifié. Effectivement, quelqu'un qui a vu une erreur et qui a été corrigée dans la minute, c'est pas forcément justifié qu'elle reste 10 ans sur Internet. Mais je pense que la bonne stratégie à avoir, c'est de répondre immédiatement et justement d'être assez transparent sur ce qui vient de se passer. Pourquoi pas laisser la photo si on n'a pas le choix, parce que je suis pas sûr qu'on ait le droit de supprimer les photos de ces plateformes. Mais en revanche, aller dessus, commenter la photo et dire ce problème, merci de nous l'avoir remonté, il a été corrigé dans la minute. Je pense que le prochain consommateur qui voit dessus, il comprendra qu'il peut y avoir des erreurs, c'est normal, mais que le propriétaire de l'hôtel a réagi immédiatement et au final, ça améliorera peut-être sa réputation. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas forcément essayer de vouloir supprimer, et c'est le cas aussi pour les avis, mais plutôt être transparent. Voilà, nous, on le fait quand il y a parfois on fait des erreurs. Il y a des gens qui viennent sur notre page Facebook et qui nous mettent un commentaire négatif. Bah, notre politique, c'est de jamais en supprimer un et toujours apporter simplement une réponse en privé ou bien en public. Voilà, je pense que c'est plus de cette manière-là qu'il faut réagir. Je vous propose qu'on passe à la conclusion. Messieurs, si vous vouliez donner un dernier conseil, peut-être à nos amis restaurateurs. Rémi, peut-être que tu veux commencer. La e-réputation a évidemment une importance dans l'équilibre stratégique d'une entreprise. De mon point de vue, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est faire plaisir à son client, lui faire vivre la meilleure des expériences, avoir une relation avec lui qui soit plus réelle que digitale. Et dès lors où on applique ces règles-là, on s'aperçoit que dans le digital, les prises de parole ont une importance et en tout cas une rédaction qui est toute différente. Le consommateur voyage plus souvent, moins longtemps, mais mieux. On le voit aujourd'hui, il est plus dans une dynamique d'acheter des packages ou des offres, y compris dans les restaurants. Pour prendre sa décision d'achat, je le disais tout à l'heure, il veut se renseigner, il veut comparer, il veut prendre la parole, il veut être fidélisé. Il y a une multitude de choses qui a changé par rapport à ça. Et il y a un phénomène qui est très important, c'est qu'un restaurant, avant, il avait des marques ombrelles qui étaient claires, les guides gastronomiques, les chaînes hôtelières. Aujourd'hui, ces marques-là sont devenues des marques caution. Et dans cette dynamique, il y a deux solutions à se dire. Est-ce que quand je suis restaurateur, je décide que la marque ombrelle qui est au-dessus de moi est un acteur du global, ou est-ce que la marque ombrelle est ma propre signature? De mon point de vue, les hôtels et les restaurants qui auront une marque forte, une signature, une identité, un thème reconnaissable qui fera qu'il rencontrera un succès auprès d'une communauté, on appelle ça des fans, moi j'appelle ça une communauté. Dans certains restaurants, c'est même une tribu qui défend la marque du restaurant. Eh bien, je crois que plus il y aura cette identité forte que l'on pourra exposer grâce aux réseaux sociaux, plus l'entreprise pourra se pérenniser. Et c'est ça l'équilibre et le changement du modèle qu'il faut avoir au niveau de demain dans l'histoire de la e-réputation. C'est jusqu'à maintenant, on a subi. Aujourd'hui, on peut prendre la parole grâce à ces autres médias dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui va être formidable sur les 3 années à venir, c'est qu'en réalité, une marque va de plus en plus réfléchir à son positionnement. Et là, elle aura son écoute et son écueil la plus favorable possible dans les avis de consommateurs parce qu'elle s'adressera à son bon public. Mickaël ? Oui, pour résumer, je rejoins forcément la position de Rémi. Je pense également que la e-réputation, finalement, c'est l'ère digitale. Et le digital, qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux restaurateurs de maintenir un contact et de fidéliser aussi plus facilement les clients une fois qu'ils ont poussé la porte du restaurant et qu'ils sont partis. Et l'idée, effectivement, c'est qu'il faut se dire que la personne qui va laisser un avis, un commentaire, a en général besoin d'une considération et veut justement remplacer le bouche à oreille traditionnel comme on pouvait le connaître il y a quelques années. On parle bien de bouche à oreille digitale et tout avis est bénéfique
à partir du moment où justement le restaurateur va s'employer et essayer de créer une continuité dans la relation avec son client. Xavier ? J'ai la chance de pouvoir conclure. Moi, un seul conseil, et c'est notre mot d'ordre chez ZenChef, c'est reprendre le contrôle. Donc, en tant que professionnel, reprenez la parole, reprenez le contrôle de ces outils digitaux. Ne les subissez pas, ou en tout cas, voyez-les comme plutôt une opportunité que quelque chose dont on essaye qu'on essaye de supprimer, qu'on essaye de pas voir. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter. Le client est roi, ça c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qui ne changera pas. Et à partir du moment où le client est digital, il est connecté, il est informé, on ne peut pas se passer de maîtriser ces outils. Donc voilà, donc un seul conseil, reprenez le contrôle, reprenez la parole. Et si vous voulez le faire, venez le voir sur notre stand ZenChef qui n'est pas très loin. Bon, vous voyez que finalement le monde a beaucoup changé. On est vraiment dans un nouveau paradigme avec des nouvelles règles. Donc il faut bien évidemment composer avec ces nouvelles règles. C'est vrai que le client a besoin de reconnaissance, c'est évident. Et l'expérience client est vraiment au cœur de tout ça. Donc voilà, à nous tous de prendre ça en considération pour le meilleur, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci.